Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Alors, merci d'être là, que tu nous écoutes du Québec, de l'Europe ou même ailleurs dans le monde. On a vu des gens qui nous écoutent jusqu'au Rwanda. Alors, votre présence, votre engagement, votre écoute également, ça compte tellement et surtout, ça nous touche. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas d'excuses et merci beaucoup d'embarquer avec nous dans ce chemin de conscience-là. C'est beaucoup de messages qu'on reçoit de gens qui disent « vous éveillez notre conscience » et c'était un peu l'objectif de Pas d'excuses, de vous donner un outil pour cheminer. C'est pas donné à tous d'avoir accès à un thérapeute, à un psychologue. On n'a pas toujours les moyens ou encore le temps ou le courage d'y aller. En attendant, en n'écoutant Pas d'excuses, vous allez retrouver des petites pistes de solutions pour vous aider dans votre cheminement. Alors, merci beaucoup d'être là. On vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à Pas d'excuses pour de 6,99 $ par mois. À chaque épisode, c'est pas cher, hein? C'est pas cher. À chaque épisode, vous avez un outil de réflexion en lien avec le sujet qu'on va aborder dans les différentes émissions et il y aura des extraits exclusifs également qui vont venir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, c'est des petites nouveautés qu'on ajoute avec la communauté qui grandit de plus en plus de Pas d'excuses. Nous aussi, on apprend un peu à faire ce travail-là sous vos yeux ou encore sous vos oreilles. Hein? Avec l'expert. Salut, Jen. Salut, Robert. Tout le monde, j'espère que ça va bien. On le fait aussi, oui, mais en même temps avec l'expérience qu'on a. Absolument. Là, puis, je disais, hey, c'est pas cher, 6,99, mais ça a tellement de valeur avec les documents qu'on envoie, tout ça. Et le but et l'intention, on est partis tellement d'une bonne place, les deux, se joindre en se connaissant pas. On a plongé on est sorti de l'avion sans parachute. Merci beaucoup. Deuxième mot, Robert, deuxième mot. Et on s'est lancé, puis voilà ce que ça donne. Puis plus on avance, plus je m'aperçois qu'on a des sapristis de bons invités. Ça, là, on a une qualité d'invités, là, puis je pense que vous êtes conscients aussi pour ceux qui sont là depuis le début. Ouais. Et ceux qui arrivent, allez voir les épisodes avec les invités, c'est juste wow. Et on continue dans la richesse de nos invités aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué qu'on n'est pas seul en studio. C'est Caroline Théo. Caroline Théo qui est docteure en psychologie, qui est ergonome, fondatrice du Phare, qui est un espace en fait dédié à la transformation et à l'aide pour amener les gens à se sentir un peu mieux dans différentes thématiques. Caroline a un parcours profondément inspirant. C'est une ancienne sauveuse compulsive. Hein? On peut dire ça, Caroline? On peut le dire. Et elle a su transformer ses propres défis en une force de transformation pour les autres et on trouvait ça vraiment inspirant. Elle a plus de 20 ans d'expertise en psychologie cognitive et en thérapie contextuelle. Et aujourd'hui, on va parler avec elle d'un sujet qui touche beaucoup, beaucoup de gens. On va parler des séparations parentales conflictuelles. Bonjour, Caroline. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Petite pression sur on a des invités excellents. Il n'y a pas de mettre de pression pantoute. Respire, après. Mais moi, je sais que j'ai tellement confiance en toi avec l'expertise que tu as et surtout avec ton propre vécu que tu prends encore soin. Puis c'est ça qui fait que moi, je suis tellement inspiré par Caroline parce que Caroline, c'est un éternel étudiante. Elle n'arrête pas, elle continue à faire des recherches et surtout de s'approprier ses propres recherches. Qu'est-ce que ça fait à moi? Qu'est-ce que j'en fais? Puis moi, ces gens-là, ils me fascinent parce que on n'est jamais parvenu à quelque chose. Tu comprends? On est toujours en évolution. Et c'est ce qui m'a séduit chez Robert parce qu'il ne fait pas que de parler de psychologie, il l'incarne, il s'est affranchi de beaucoup de blessures et de ce que je comprends, Caroline, de ton parcours à toi, c'est un peu ça aussi. On s'affranchit de certaines choses et ça devient beaucoup plus facile d'en parler ou du moins d'aider les gens à cheminer dans cette direction-là. Pourquoi les séparations parentales conflictuelles ont été un endroit où tu as développé une certaine expertise? C'est ça qui est intéressant. Alors, j'ai pas, mes parents, j'allais dire, ont pas divorcé. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance. En revanche, j'ai perdu ma mère qui est décédée quand j'étais petite. Et même si justement c'était pas une séparation conflictuelle, les conséquences
de cette mort soudaine et de ce que ça a fait dans ma famille, ça a fait que j'ai été obligée de m'intéresser surtout à l'impact sur les enfants. Quand les enfants se retrouvent au milieu, que ce soit un deuil ou un conflit, mais quand les adultes, j'allais dire, je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais ne jouent plus leur rôle d'adulte, et que très souvent les enfants deviennent ceux qui doivent s'occuper des parents ou qui sont pris à partie. Et on a vraiment eu envie d'écrire dans ce livre. Je suis pas du tout seule à l'avoir écrit. C'est ça qui était beau, c'était pluridisciplinaire avec des psychologues, des avocats, des assistants sociaux. On a vraiment eu envie de prendre l'ensemble du problème et pas que on soit juste chacun de notre petit bout de lorgnette. Et pour vraiment arriver à construire quelque chose de solide, à la fois pour accompagner les parents dans leur séparation, mais aussi et surtout protéger les enfants. Et ce livre, il est aussi écrit pour que les enfants devenus adultes puissent reconnaître ce qui leur est arrivé. Parce que moi, c'est vraiment ça que je crois profondément, et c'est pour ça que j'ai fait tant d'études. J'ai besoin de comprendre le fonctionnement, et j'allais dire le dysfonctionnement, pour essayer d'agir dessus. Tant qu'on ne sait pas pourquoi on fait ça, on peut essayer de changer. On peut nous dire l'alcool c'est mal, bois pas. Oui, ok, d'accord, mais pourquoi j'ai besoin de boire? Et tant qu'on va pas taper le pourquoi j'ai besoin, on peut pas corriger. Donc moi, ma manière d'aborder la vie, et c'est pour ça que j'ai plus de 50 formations complémentaires, c'est quand je comprends pas ce qui se passe chez moi ou chez les autres, je me retourne vers les sciences, la psychologie pour essayer de comprendre ce qui se joue. Mais si on revient à ton histoire, tu sais, t'es parti de là pour devenir qui tu es aujourd'hui. Mais c'est quoi tu vivais à ce moment-là, tu sais, en tant qu'enfant, là, que de la perte de ta mère, là? En fait, j'ai vécu quand c'est arrivé, personne me l'a dit déjà. On m'a dit, quand tu rentreras, il y aura plus ta maman. Tu sais. Donc, construis-toi avec ça. Et puis, enfant, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est de ma faute si c'est arrivé. On se pose plein de questions. Et puis surtout, alors que j'étais la petite dernière de 5 ans, très vite, j'ai pris la place de il faut que je rende les autres heureux. Donc, c'est vraiment ce que j'ai développé, et d'où la sauveuse compulsive. Je suis une experte à capter les besoins des autres. Je dis, les balises de détresse, là, je les vois. Ça me rend tellement inconfortable, et ça, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'avais besoin d'aller soulager l'autre. C'est parce que c'est moi que ça rend inconfortable de voir l'autre souffrir presque autant que moi. Et donc, je me dis, je veux pas que les autres souffrent autant que moi. Donc, je les aide à pas souffrir autant que moi parce que je savais pas m'aider moi. Donc, est-ce que ça se peut que, à ce moment-là, inconsciemment, tu prenais l'autre en charge? En prenant l'autre en charge, je vais le faire pour toi, et en le faisant pour toi, tu vas moins souffrir et ça me fera pas souffrir. C'est ça. Et c'est complètement ça. Et puis, t'es renforcé dans ce rôle. C'est-à-dire que j'arrivais à comprendre ce dont mon père avait besoin. Mon père était pas une personne qui avait vraiment à cœur de faire attention à moi. Il y a un gros côté narcissique, donc il est moi. Donc d'un seul coup, quand moi, enfant, une question de survie, c'était quand tout part en sucette dans la maison, il faut essayer et j'ai ce côté colle, en fait, on parlait des tasses réparées avec de l'or, je faisais ce rôle de liant. Et dans ma vie, ça m'a toujours collé. Je suis les personnes qui mettent en contact les autres, etc. Et j'ai développé cette écoute. Et si je disais, enfant, si mon père est heureuse, alors je suis heureuse. Et le pire, c'est pas que moi je le dis, c'est que lui disait ça. Il disait, ce qui est super avec Caroline, si je suis heureux, elle est heureuse. Et je trouvais ça génial. Je dis, ça marche. Jusqu'à ce que je devienne mère à mon tour en disant, non mais ça va pas ou quoi? Là, à ce moment-là, tu as développé un fonctionnement que je dois plaire. Si je plais, l'autre va être heureux, et ce fonctionnement-là est devenu souffrant avec le temps parce qu'il y a une partie de toi que tu n'écoutais pas, là. T'es même dédié complètement à remplir la fonction. C'est même plus que plaire, c'est je devine tes besoins, t'as même pas besoin de demander. Non mais franchement, soyez amis avec moi, c'est génial. C'est ça, si jamais vous avez besoin de quelqu'un, J'anticipe tes besoins. J'y réponds, et si possible, en te faisant le moins culpabiliser que tu aies besoin de moi. Et donc, mais pour ça, et ça, c'est pour me sentir un peu acceptée. C'était vraiment ce fonctionnement d'aller, mais c'était même presque, c'était maladif. On va avoir une discussion, tu vas me dire, j'ai trouvé vraiment jolie cette chemise. Je vais faire traverser la ville, trouver la chemise et te faire la surprise pour te l'offrir. Et surtout sans que tu te doutes de rien. Et ça, c'était ma spécialité. Donc, je le faisais avec des cadeaux, je le faisais avec organiser des anniversaires surprises incroyables.
Sauf que la souffrance, elle vient que, on traite pas nos propres souffrances. Et surtout, entre guillemets, personne ne le fait pour nous. Quand on construit que des relations où on est la personne qui donne, ben les gens en face, ils prennent. Et ouais, ils feraient autrement. Et à un moment donné, ils prennent même pour acquis que tu vas t'en occuper. C'est ça. Et puis on est un aimant à personne toxique. On est un aimant à personne manipulatrice. On est un aimant au narcissique. Et moi, comme mon schéma, j'avais un père manipulateur, enfin plus narcissique que manipulateur. Je les reconnaissais pas. C'était pas un problème puisque j'avais été élevée comme ça. Bah oui, c'est normal que quand on a besoin de quelque chose, on demande à Caroline et elle le fait. Même on n'a même pas besoin de demander, il suffit d'exprimer qu'on est mécontent que ce soit pas correctement fait. Et tout un mécanisme rentre en jeu. Sauf que c'est pas un mécanisme sain, évidemment. Et je l'ai surtout appris grâce à mes enfants. Pour l'anecdote, à force j'ai commencé à mesurer le coût pour l'autre. Ouais. C'est-à-dire que mon fils, le petit dernier, j'ai 4 garçons, le petit dernier, le matin à l'école, quand on partait, franchement, c'était go, chaussures time, allez hop, tout le monde dans la voiture. Et donc, pour aller plus vite, soit il avait des chaussures à scratch, soit je lui faisais ses lacets. Ça me paraît anodin, c'est pas grave. Sauf que je lui ai fait ses lacets tout le temps, jusqu'à ses 7-8 ans. Et quand on habitait en France, c'était pas un problème, parce qu'on n'enlevait pas ses chaussures à l'école. Mais on a déménagé au Québec. Et à Montréal, en plein hiver, on arrive avec des bottes. Ouais. Et puis quand on chausse du 38, on met plus des chaussures à scratch, on a des lacets. Et donc mon fils est arrivé, il avait 8-9 ans. Et c'est la honte. Pour lui, le pauvre, il savait pas faire ses lacets. Et c'est un copain qui lui a fait. Et le soir, on a appris à faire des lacets. Mais j'ai mesuré sur un événement aussi anodin de l'impact que j'avais en voulant l'aider, gagner du temps. Mais je l'empêchais d'apprendre et je le maintenais dans la dépendance. Et en fait, cette simple histoire de lacet, transférez-la à votre vie en disant... Ce qui se passe comme fonctionnement, bien souvent, rendu à ce moment-là, c'est que en prenant l'autre en charge, c'est que j'enlève la responsabilité de l'enfant. Et l'enfant perd confiance. C'est comme si moi, je suis pas capable, l'autre doit le faire à ma place. Alors, ça développe tout un fonctionnement dysfonctionnel et souffrant. Et en tant que parent, on veut pas ça. On veut tellement le bien, puis on veut... Moi, je me reconnais tellement là-dedans. J'ai déposé les chèques de paye à ma fille jusqu'à l'âge de 21 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui dise, ma puce, faut que tu partes loin de moi parce que je vais t'handicaper. Tu vas devenir complètement dépendante de qui je suis. Puis ça donnait bien, elle avait le goût de voyager. Fait qu'elle est partie faire son petit bonhomme de chemin dans l'Ouest canadien. Puis j'ai réalisé qu'elle était bien meilleure que moi dans bien des choses, mais je ne lui permettais pas ça parce que j'avais peur pour elle. Si ma fille souffrait, je souffrais fois 10. Fait que je voulais pas qu'elle ait de peine d'amour. Je voulais pas qu'elle ait de rejet. Je voulais pas qu'elle vive de blessures. Fait que j'étais toujours au devant. Fait que ça a été pour moi... Puis ça part de où? De la culpabilité de m'être séparée de son père, de la culpabilité de m'être séparée par la suite d'un autre conjoint qui avait été pour elle une figure paternelle pendant plusieurs années. Fait que c'est cette culpabilité-là qui embarquait et j'entrais complètement dans cette énergie de sauveur-là où j'ai tellement peur pour elle que je vais tout faire à sa place. Mais je l'empêche de se développer. Tu comprends? Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand la culpabilité prend le dessus et que je m'en occupe pas, bien souvent, en général, la culpabilité devient malsaine. Ouais. Et ça, c'est souffrant inconsciemment, puis c'est de la lourdeur. Il y a un contrôle qui s'installe par la suite. Et ce contrôle-là fait que là, j'ai le projecteur sur l'autre. Et je vais regarder l'autre, puis je vais m'assurer qu'il soit bien. Et ça arrive souvent que j'ai des clients, toi aussi, Ken, je pense que Caro aussi, tu peux en parler, renforcer, mais bien souvent, le parent il se sent tellement coupable de la séparation. Je vais tout faire pour m'assurer que mon enfant soit bien. Ouais. Je vais m'assurer là que il se sente pas mal. Fait que c'est là que bien souvent le côté sauveur prend la place. Puis ça, c'est le triangle de bourreau, victime, sauveur. Il prend place. Fait que le pouvoir du sauveur, c'est quoi? Je prends l'autre en charge. Je m'assure que l'autre soit bien. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que j'enlève la responsabilité de l'enfant, j'y enlève sa confiance inconsciemment, puis on grandit avec ça. Et ce qui se passe, c'est que l'enfant, après un certain temps, il fait du transfert. Mais oui. Il va transférer ça à sa copine ou sur le copain, il dit « Hey, mon père, prends-moi en charge. Ils m'ont pris en charge toute ma vie. Toi, est-ce que tu vas continuer? » Ça, c'est inconsciemment. Oui. Fait que là, ça fait en sorte que ça crée des attentes. Et là, les attentes, ça fait quoi? Hey, c'est souffrant parce que l'autre, il répond pas à mes besoins. Écoute, mes parents répondaient à mes besoins, tu le fais pas, là.
Fait que là, on n'en parle pas des attentes. Fait que là, c'est un tourbillon de fonctionnement souffrant. Et la question que j'aurais le goût de te poser, Caro, suite à ce fonctionnement-là, là, tu sais, on a parlé, tu as parlé de ton histoire, Jen aussi en a raconté une, et on parle un peu du sauveur, qu'est-ce que ça fait, et les parents qui écoutent présentement, qui vivent peut-être une séparation, le but et l'intention, comme vous le savez, c'est pas de vous faire sentir mal, mais on parle des vraies choses. Est-ce que on peut mettre le projecteur sur soi puis dire, OK, ouais, ça m'arrive d'être comme ça. Tu sais, le fait, je pense que la première étape, c'est de l'admettre. D'admettre que oui, je suis comme ça. Tu sais. Comme j'ai fait avec ma fille, les gens vont dire trop tard. Non, parce on a pu réparer. Puis aujourd'hui, c'est une petite fille hyper épanouie, beaucoup moins dans la dépendance affective. Maintenant qu'elle a développé ses capacités à s'occuper d'elle elle-même versus qu'elle était adolescente. Tu sais, puis moi, je comprenais pas d'où ça venait. Donc, c'est un pattern relationnel qu'on voit beaucoup dans les enfants et dans les parents séparés, j'imagine. Ben oui, déjà par culpabilité, où les gens où ils vont, je vais plus dire non. Genre quand c'est mon week-end là, ouais. C'est la fête. Il y a souvent un des deux parents qui prend ce rôle-là, celui qui parfois les a moins ou culpabilise parce que la rupture c'est entre guillemets à cause d'elle ou lui. Enfin tout ce qu'on se raconte, c'est que des croyances que tu disais. Et l'enfant. Il y en a qui savent très bien, ils voient une faille, ils y vont, c'est leur rôle, c'est leur job, les enfants, ouais. de nous faire grandir. Donc, et de se dire, et arrêter moi j'ai envie de le dire là, mais franchement, c'est arrêter de cacher les choses aux enfants. Les enfants, si vous leur dites pas tout, si vous leur mentez, ils vont s'attribuer la responsabilité déjà. Et deux, ils savent lire en vous comme dans un livre ouvert. Donc, dites les choses avec des mots simples, rentrez pas dans tous les détails. En revanche, et même si vous êtes très en colère sur votre conjoint ou votre partenaire, par pitié, ne le faites pas devant vos enfants, les mettez pas au milieu de tout ça. Et je sais que c'est super difficile. Donc, parfois, quand vous voyez que ça monte et que vous allez dire une horreur, sortez de la pièce. Sortez de la pièce. Moi, ça m'est arrivé moi, j'ai vraiment lutté contre ma colère. Alors, évidemment, je frappe pas mes enfants, mais moi, j'ai été beaucoup frappée enfant, donc ça monte. Oui. Et donc, ma manière de gérer ça, c'est je crie. Le volume sonore, oui. est juste horrible. En revanche, ce que je dis, c'est pas horrible. J'ai vraiment appris à contrôler. Je dis jamais une chose méchante. En revanche, le volume est vraiment trop fort. Et, bon, je suis une fille du sud de la France, franchement. C'est de la passion. C'est de la passion. J'aurais dû être en Italie, moi, je pense. Et donc, vraiment, c'est ce côté... et je sentais que j'allais me mettre à crier. Et pour pas le faire sur mes enfants, je leur disais, OK, stop, je sais plus gérer. Je me mets en time-out. Je sors. C'est parce que je me gère pas moi-même. C'est ça. Je vais dire à ce moment-là, qu'est-ce que tu faisais avec ta colère? Ah bah, je sortais. Je m'énervais toute seule. Si je pouvais aller genre dans la voiture et hurler un concours, il faut la sortir, tu sais. Une colère, là, tu sais, quand je suis en colère, elle est saine quand je l'exprime de la bonne façon, quand je l'exprime vers le haut. Tu sais, le volcan, je l'exprime vers le haut. Et pas vers l'autre. Oui, pas vers l'autre. Parce que si je l'exprime vers l'autre, c'est là que ça devient agressif, ça devient malsain. Alors, moi, et ce que j'enseigne, c'est que je dis, une colère, là, elle est légitime. Elle est légitime. On n'a pas à avoir honte de sa colère. On n'a pas à se sentir coupable parce qu'on se sent en colère. On a le droit. Puis c'est de dire à l'enfant, moi, je donne un exemple, mon fils, c'est ma copie conforme. Alors, il éveille en moi des choses que j'avais plus, j'avais. Alors, c'est mon reflet. Il touche au bon bouton. Il touche au bon bouton. Il sait où aller, tu sais, inconsciemment ou consciemment parfois. Et là, je lui dis, Gab, papa, là, présentement, là, il est en colère. Je lève la voix, une autorité saine, mais pas pour lui faire peur, pour montrer que je suis en colère. Puis que j'exprime ma colère, mais d'une façon saine. C'est vers la situation que papa est en colère, Gabriel. Et non vers toi, là. Ce qui se passe, là, c'est contre cette situation-là. Pour l'instant, là, papa, il a besoin de nommer ce qui est là. Et en le nommant, c'est mon besoin. Alors, Gab, là, on va s'asseoir puis on va regarder ce qu'on va mettre en place pour que cette situation-là soit réparée maintenant, pour ne pas la reproduire. Mais mes premières années, là, ma colère, je l'avais appris telle que tu l'as appris par la violence. Fait qu'est-ce que je faisais? Je revirais, la colère, c'était contre l'autre. Tu feras plus ça, puis moi te punir, puis l'agressivité, puis le blâme, la critique. Hey, après ça, qu'est-ce qui se passe?
culpabilité, parce que là, la colère, elle est déversée sur l'autre, elle est exprimée d'un volcan qui blesse. Après ça, culpabilité. Fait que là, tu veux pas t'occuper de ta culpabilité parce qu'elle est tellement souffrante que tu déculpabilises en offrant des cadeaux, en offrant, on fait tout ça, la semaine prochaine, on va aller à telle place. Fait que là, je me déculpabilise en donnant. Et ça devient malsain. C'est là que j'appelle la culpabilité malsaine à ce moment-là. Quand j'étais petite, quand ma mère, elle nous chicanait parce qu'elle explosait beaucoup de colère, elle aussi, ben quand elle se calmait, elle venait tout le temps nous porter un petit plat de chips avec une petite liqueur pour se faire pardonner. Oui, exactement. C'était comme je m'excuse, tu sais, c'était comme la façon de faire. Fait que nous, à la limite, on aimait presque se faire chicaner parce qu'on savait que ça viendrait avec une petite gâterie par la suite. Après, ouais. Puis ce que tu dis est important. Je l'ai enseigné aux enfants de mon chum. 2 garçons, ils aiment ça se tirailler. Mais quand tu te tirailles, peut arriver un accident où il y en a un qui se fait mal. Et là, ils se choquent un envers l'autre. Fait qu'à un moment donné, quand la situation est arrivée, je les ai laissés gérer ça, puis après ça, je suis allée. J'ai dit, t'as le droit d'être fâché après le plancher, après le divan, après ton bras, parce que ça t'a fait mal. C'est vrai que c'est choquant se faire mal, mais tu diriges pas ta colère vers ton frère parce que 3 secondes avant, vous étiez dans le plaisir puis dans le bonheur, et en te fâchant après lui, alors que c'est pas du tout de sa faute, tu lui fais vivre la culpabilité. Fait que j'ai dit, la prochaine fois que ça arrive, j'accepte que vous soyez fâché, j'accepte que vous soyez en colère, c'est légitime, mais dirigez-la vers un objet, vers la situation et non vers l'autre. Et les deux étaient là. OK, Jen, on a compris parce que ça éveille de la culpabilité. Son petit frère courait, je m'excuse, mais c'était pas de sa faute, tu comprends? Fait que c'est important, ça. Puis même dans une séparation, on est dans un paquet d'émotions. On sort de notre zone de confort quand on se sépare. Donc, inévitablement, s'éveille en nous plein d'émotions. Puis, je pense que les parents gèrent tellement mal ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, on n'arrive pas à prendre le dessus sur nos émotions et on fait des choses qui ont un impact important sur nos enfants, là. Oui, alors j'enlève toute culpabilité aux parents. Oui. Vous faites tous de votre mieux et c'est déjà beaucoup. Oui. Et si vous écoutez ce podcast, déjà bravo, parce que ça veut dire que vous pensez à prendre soin de vous et à essayer de vous améliorer. Donc ça montre déjà que vous êtes déjà en train de faire quelque chose de beau pour vos enfants. Et effectivement, quand on se sépare, c'est plus facile de passer de l'amour à la haine que de l'amour à l'amitié et le respect. Ouais. Et j'allais dire, quel que soit, et notre cerveau, il a tout à fait envie qu'on soit en colère. C'est tellement plus simple d'être en colère. Et j'allais dire, on n'est pas responsable de ses émotions. Vraiment. C'est 20 millisecondes dans le cerveau. Vous avez aucune chance de les contrôler. En revanche, vous êtes responsable de ce que vous en faites. Et ça, c'est vraiment important. Donc c'est ce que j'expliquais avec quand je me mettais en colère contre mes enfants ou contre mon conjoint, ma colère est tout à fait légitime. Et je m'en sers même, maman, comme thérapeute, comme exercice. Quand la colère arrive, c'est qu'une de vos valeurs les plus hautes n'est pas respectée. Mm-hmm. Ouais. Donc, mais maintenant, j'arrive à identifier. Mais quand elle est déjà là, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Et pour info, il faut 20 minutes au cerveau pour qu'il se calme. Si on n'est pas en train de ruminer. Donc, vous imaginez. Donc, c'est, OK, je sens que je vais pas être capable de gérer ce que je vais dire correctement. Donc, c'est là où je me dis, moi, je m'autorise à sortir de dire, j'ai besoin d'aller respirer dehors 2 minutes. Promis, on en reparle, que ce soit mes enfants ou mes parents. Moyen de protection. Oui, et de moi. Parce que après, effectivement, comme tu dis, quand on a crié, on s'en veut. Donc, on lâche. Alors qu'on avait sûrement raison parfois. Tu sais, la colère, elle était là pour nous indiquer qu'on n'était pas respecté. Et quand on est dans des personnes qui donnent, moi, ma colère, elle m'a sauvée. Parce qu'elle m'a montré les limites que j'allais encore accepter. Et elle m'a dit non, mais du coup, ça sortait trop fort. Et donc là, j'ai appris à exprimer mes besoins en amont. Quand je suis plus calme, quand je sais pas le dire, je l'écris. Parce que, en fait, c'est important de voir quand vous avez des conflits avec des personnes, surtout ceux que vous aimez ou que vous aimiez, il se rejoue l'histoire du passé, on va pas se mentir. La manière dont vous étiez en relation dans votre famille d'origine, la manière dont vos parents interagissaient, la manière dont vos parents interagissaient avec vous, s'ils étaient dans un mode chantage affectif, vous allez inconsciemment, entre guillemets, le reproduire. Ou à l'inverse, essayer de faire l'autre sens. Tu vois? On reste à ton exemple. OK, mettons qu'en tant que parent,
on vit quelque chose qui est difficile, puis là, la colère monte. Ça veut dire qu'il y a une valeur qui n'est pas respectée. 1, OK. Après ça, 2, là, on doit se dire ici, dans son construction mentale, OK, ma colère est légitime, là. C'est pas un défaut, c'est pas honteux, j'ai pas à me sentir coupable parce que là, je vis de la colère, parce que là, je suis séparé, puis c'est pas facile pour mes enfants, puis là... Bon, là, je m'avoue à ce moment-là, hein. Oui. 1, il y a une valeur qui n'est pas respectée. La colère est après de démontrer que je dépasse mes limites affectives, après de dépasser mes frontières affectives. Elle a besoin d'exister. Elle a besoin d'exister à ce moment-là. Et on pourrait nommer à ce moment-là, là, maman, papa, là, présentement, là, ou chérie, ou... moi, j'aime ça dire. Oui. Je suis... Ou trouvez un mot d'amour pour votre ex, parce que souvent, c'est lui qui vous déclenche dans la colère. Fait que je sais pas comment vous allez l'appeler, mais trouvez-y un petit mot d'amour. Présentement, je vis de la colère. J'ai juste besoin d'exprimer. C'est moi, là, c'est mon émotion, je l'exprime. Hein? Et après ça, quel serait le processus pour arriver à faire la réparation de la situation comme telle? Ben, j'ai juste une petite parenthèse, parce que c'est tout beau tout ça, là. Mais moi, si je fais face à un personnage qui, lui, a pas le goût d'entendre et surtout pas le goût de me laisser gérer mon émotion, qui, lui, veut régler ça maintenant, c'est là. Mais c'est là, à ce moment-là, on ne doit pas s'abandonner. Parfait. On ne doit pas tomber dans nos projections, perceptions. L'autre, il me recevra pas, l'autre, il est comme ça. C'est là que je m'abandonne pas. Ouais. Je le répète, et je le répète, et je le répète. Je reste sur la communication de qu'est-ce que je vis intérieurement. Présentement, je suis en colère. Présentement, je suis en colère, j'ai besoin j'ai besoin d'être entendu dans ma colère. Puis c'est là qu'il ne faut pas que je m'abandonne. On a tendance, en bon québécois, de se lâcher. Ouais. Fait que là, j'achète la paix. C'est ça qui se passe que bien souvent quand on est dans cet état d'être-là. Fait que c'est de rester à exister avec soi dans les ici maintenant, puis se permettre d'être comme on est. C'est ça l'authenticité. C'est ma vérité, là. Je dois être honnête, c'est ça que je vis dans l'instant présent. J'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre à part de nommer ce qui est là. Et souvent... Le but et l'intention, Jen, Ouais. le but et l'intention, c'est pour que je sois capable de la déverser d'une façon vers le haut, cette colère-là. Ouais. Si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est mon fonctionnement qui prend place. Puis là, mon fonctionnement défensif, et il y a une structure qui s'est faite des chemins neuronaux ici, et ce qui sort de ma bouche, ben c'est le passé. Ouais. J'ai créé ça dans mon histoire de vie. Mais il faut quand même admettre que ça, c'est quand on arrive à avoir un cerveau conscient, intelligent qui fonctionne pendant que tu es en train de s'énerver. Donc, quand la colère monte, comme je disais, il y a 20 millisecondes avant que le cerveau intelligent, là, le lobe frontal, l'avant du cerveau qui est le plus récent, puisse essayer de faire quelque chose. Donc, j'allais dire déjà, c'est reconnaître les signes avant-coureurs. En général, la personne en face, elle commence à appuyer sur un petit bouton, ça commence à nous chatouiller sérieusement, puis un deuxième, et là, ça s'enclenche. Et en fait, c'est de dire, essayez de repérer que vous êtes en train de vous énerver. Parce qu'une fois qu'on est dans la phase haute, c'est très, très dur de gérer ce qui se passe et de rester dans le cerveau intelligent. Juste pour vous donner une idée, il y a une connexion qui va du intelligent, rationnel vers l'émotionnel, 10 qui vont dans l'autre sens. Donc imaginez 10 enfants de 2 ans avec un mégaphone en train de hurler et la maîtresse qui essaye de dire « Oui, mais vas-y, calmez-vous ». Non, ça marche pas. Donc la respiration. Moi, je sais que j'ai des gestes vraiment physiques maintenant. J'ancre mes 2 pieds dans le sol. Vraiment. Je me redresse. Je respire et quand la personne est en train de parler, que ça m'agace, j'essaye de respirer le plus calmement possible et de lui dire là, je sens que je vais vraiment pas être capable d'exprimer comme je voudrais. Je suis en colère, je veux qu'on en reparle, mais j'ai besoin de me calmer d'abord. Besoin de me retirer. Mais si c'est un ex, il va juste appuyer encore où ça fait mal parce que c'est pratique. Ce sont souvent de bons déclencheurs, les ex, là. Oui, et puis ça l'arrange qu'on s'énerve. Oui. Parce que quand on s'énerve, après, on culpabilise, on s'excuse. Donc, le point est pas réglé. Donc, c'est ça qu'il faut... Et ça justifie parfois, j'ai bien fait de la laisser. Regarde, elle devient... Puis les Exactement. femmes, on a bien cette réputation de devenir hystérique, là, tu sais. Non, ben non. Jamais. Et de dire, c'est tellement facile d'appuyer là. Et moi, maman, ce qui m'aide à rester calme, c'est de me dire, si je m'énerve, et non pas ma colère, je l'accueille. De dire, OK, quelle est la valeur qui est attaquée là? Qu'est-ce qui est pas aligné chez moi? Qu'est-ce que la personne en face respecte pas ou déclenche?
Mais je me dis, si je monte dans les tours et que je m'énerve, je perds. Je vais pas être entendue. Donc, je mets vraiment un effort pour me dire, respire et vois si tu peux être entendu comme tu dis, ce qui est parfait. Mais c'est une relation saine que quand tu dis, je sens que je suis en colère, j'ai besoin d'être entendu, c'est pas contre toi, c'est moi, mais le déclenchement, c'est ça. Ça, c'est l'idéal. Mais c'est rarement ce qui arrive, surtout quand ça vient de se passer avec la séparation, avec son ex, etc. Il y a tellement de rancœur qui vient s'en mêler que on n'arrive plus à raisonner intelligemment, en fait. Et c'est là-dessus où j'allais dire d'avoir des espèces de techniques de, OK, qu'est-ce qui est plus important que ma colère? Peut-être de pas péter un plomb devant mes enfants, sur leur père, par exemple, de se rappeler qu'est-ce que j'envoie comme image. Moi, c'est vraiment le mantra que j'ai tout le temps. Qu'est-ce que j'envoie comme image à mes enfants quand je suis en train de faire ça? Est-ce que ça va les aider? Et au passage, je voulais vous féliciter tout à l'heure quand vous avez été capable de vous dire je suis en train de trop assister ma fille. Oui, quand il y a des choses, vous dire ah bah c'est trop tard. Non, le simple fait d'aller la voir et lui dire j'ai pas fait ce que c'était peut-être par excès d'amour que j'ai fait ça, mais c'était pas la bonne façon de faire et je veux changer. Bravo, vous êtes en train de montrer à votre fille que on peut faire des erreurs dans la vie, on peut les rattraper et il y a pas d'âge pour apprendre. Moi j'ai dit c'est gagné. En fait. Je fais de la réparation. De la réparation. La réparation, elle est toujours possible. Puis il y a peut-être des parents qui nous écoutent en ce moment et qui se disent, mon Dieu, j'ai mal fait ma séparation. C'est peut-être ce qui explique l'anxiété chez mes enfants ou certains troubles. Hey, on est dans le présent aujourd'hui, on prend conscience de la situation, on peut toujours la réparer. Et c'est ça qui est important. Parce que, tu sais, dans une séparation, il y a à un moment donné l'accalmie qui s'installe. Quand les deux retrouvent un peu leur bonheur de leur côté, mais des fois, l'ouragan est passé et les dommages, on pense qu'ils sont irréparables. Tu sais, moi, je me suis séparée du père de ma fille, puis il y a eu des années où on était tous les deux dans la colère. Mais avec les années, quand à un moment donné, c'est redescendu, on a trouvé un terrain d'entente, une façon de se parler et de préserver cette relation-là. Et ma fille me le dit, moi, le plus beau cadeau que vous m'avez fait, c'est que vous êtes dans une bonne entente. Elle a 28 ans aujourd'hui. Et s'il fallait qu'on retourne dans une chicane, moi et son père, c'est probablement ce qui lui ferait le plus de peine. Elle reconnaît la capacité qu'on a de se voir, de se parler. Pour eux, pour les enfants, c'est une richesse incroyable là, que papa et maman soient capables de se retrouver dans le même endroit et qu'il n'y ait pas d'explosion. C'est très rassurant pour l'enfant. Très sécurisant. Et c'est vraiment c'est vers ça, c'est vraiment d'avoir cette image-là en tête en disant en fait, mes enfants m'observent et apprennent via mes comportements. Si je leur apprends, c'est quoi être dans une relation? Donc moi qui avais masque, parce que si j'étais sauveuse, je l'étais dans tous mes domaines de vie. Donc dans mon couple aussi, j'étais la sauveuse, je sacrifie pour le reste du monde, c'est pas grave. Mais à un moment, quand on vieillit, on devient juste aigri, on devient désagréable, on devient de mauvaise humeur. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai commencé à voir, c'est qu'au fur et à mesure, j'étais de plus en plus en colère et j'allais dire, je savais pas que c'était contre moi que je l'étais. Donc je projetais sur mon mari en disant tu vois rien, toi, moi, avec tout ce que j'ai fait pour toi, alors que je m'étais promis de jamais dire cette phrase, au moins je l'ai jamais dit à mes enfants, mais et donc d'un seul coup, je me suis dit, mais quelle image je renvoie à mes fils? Que une mère, ça se sacrifie pour ses enfants, que une femme, ça se sacrifie pour son mari, que dans un couple, on doit faire passer l'autre avant. Je me suis dit, non, mais ça va pas, en fait. Et je ne voudrais pas qu'ils soient comme ça, eux. Et j'ai commencé à prendre soin de moi, et ça me fait sourire, non pas pour moi, mais pour eux. En disant, quelle est l'image que je renvoie à mes fils? Je me suis dit, en rigolant, il va falloir que je leur paye 10 ans de thérapie, ça va me coûter une fortune. En plus, j'en ai 4. Ça va pas. Donc, tu les envoies toutes voir. C'est ça, je me suis dit. Beaucoup. Des 4 en même temps. Des 4 en même temps. Mais ça a vraiment été ce travail-là de dire, et chaque jour maintenant, en me disant, quand j'ose pas faire quelque chose ou que j'ose pas dire non, en me disant, OK, si mon fils est en train de m'observer, là, qu'est-ce que je suis en train de lui passer comme message? Et d'ailleurs, nos enfants sont quand même nos plus grands. J'allais dire, j'ai pu suivre des grands psychologues de la planète, mais la personne qui m'a fait le plus gros déclic dans ma vie, c'est mon fils. Il devait avoir, je sais pas, 10 ans. Et il m'a dit, il arrive, je le revois encore dans le salon, puis il me dit, maman, toi, t'aimes bien aider les autres, hein? Je dis, oui. Ça te fait du bien d'aider les autres. Je dis, ah ouais, c'est clair, j'adore ça. Il me dit, mais t'es quand même vraiment égoïste. Et là, je l'ai pris dans la figure parce que, quoi, égoïste, alors que j'aide tout le monde? Il me dit, regarde, quand t'aides les autres, tu te sens bien. Mais toi, quand t'as besoin d'aide, tu laisses pas les autres t'aider.
Du coup, ils se sentent pas bien et du coup, ils ont besoin de toi. Et là, j'étais genre, oh là. Il avait quel âge? J'avais 10 ans. Et là, j'étais genre, Wow. oh la vache. Est-ce que Tu l'as payé? non, mais je t'ai écouté. Est-ce qu'il t'a donné un reçu d'assurance? Et là, je me suis dit, mais quel cadeau! Et je lui ai dit, mais j'ai jamais vu ça comme ça, merci. Et en plus, c'est même prouvé, si on va étudier les neurosciences, c'est prouvé, c'est ce mécanisme qui se passe, en fait, quand on aide l'autre. Et donc ça, c'était vraiment de dire... donc voilà, c'est vraiment cette image de dire, OK, qu'est-ce que mon fils apprend comme leçon de vie de mon comportement? Et donc de toi qui vas te dire à ton fils, je suis en colère et j'ai besoin de t'exprimer, c'est pas contre toi, c'est contre la situation ou ton comportement, voilà, on modèle pour nos enfants et de dire, les parents qui nous écoutent, vous allez pas changer cette nuit. Et faites un petit pas, essayez, commencez juste peut-être par juste respirer avant de répondre. Juste ça. De vous dire, OK, Mettre un moyen de protection comme tu nommais tantôt, tu sais, juste dire, OK, là, je dois quitter la pièce. Ça, c'est un moyen de protection pour pas déverser sur l'autre parce qu'on le sait, la prochaine parole qui va sortir, ça va peut-être être néfaste pour toi et pour l'autre. Moyen de protection, je m'enlève du chemin. J'ai un client à un moment donné, un client qui, lui, s'abandonnait beaucoup devant son ex. Puis je lui disais, mais pourquoi tu t'abandonnes à chaque fois? Il dit, parce qu'il dit, je sais pas comment nommer les choses sans être en colère. Puis je veux pas me fâcher devant mes enfants. Fait que j'ai dit, OK, parfait. J'ai fait exactement ça. Est-ce qu'on peut mettre un moyen de protection? J'ai besoin de te dire quelque chose. Demandez aux enfants de quitter la pièce ou vous quittez la pièce et parlez-vous. Seul à seul. Puis tu peux le dire. Je sais pas comment te nommer ça sans avoir l'air en colère, mais je vais me pratiquer, puis à force de le faire, je vais peut-être réussir. On va peut-être trouver une façon de communiquer, mais j'ai dit, déjà en partant, quand vous vous isolez, ça te permet, toi, de ne pas t'abandonner et de dire les choses et d'expliquer à la personne, c'est nouveau pour moi de m'exprimer. Je vais essayer de le faire le plus calmement possible, mais ça se peut que je m'emporte. C'est pas contre toi, c'est juste l'émotion qui est là. Ça s'explique, ça aussi. Puis, peu importe l'ex qui est devant vous, quand vous allez parler comme ça, vous allez être surpris d'à quel point ça désamorce et que l'autre entre dans une écoute beaucoup plus authentique. Parce que là, de la façon que tu nommes, Geneviève, c'est que là, je t'apprends à mettre des limites. Oui. Je suis après à me respecter. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Ça se peut que l'autre m'entende dans ma limite et voit le respect que j'ai pour moi. Fait que l'autre, automatiquement, il y a quelque chose qui s'installe. Il fait en sorte que l'autre ne manquera pas de respect. Ça peut arriver. Mais, comme tu as dit tantôt, c'est un processus qui demande beaucoup à prendre sa place. Mais on peut l'apprendre. Ben oui, on peut l'apprendre. On peut l'apprendre. Puis Et comme elle a dit, Caro, au début, tranquillement, si ça serait un petit pas, un petit geste que je faisais pas avant. Ouais. Oups, je t'apprends à nourrir mon esprit, mon cerveau. Ah, je fais quelque chose de différent. Ah, je vois que il y a quelque chose qui est après se placer. Il y a un calme qui s'installe. Fait que, allez-y tranquillement. Et gênez-vous pas pour dire, j'ai écouté un podcast, puis j'ai réalisé que dans mes comportements avant, il y avait certaines problématiques. Là, j'essaie de changer, j'essaie de m'améliorer. OK? Mais ça se peut que je suis pas capable de mettre rapidement en pratique, mais je vais le faire. Puis ça m'arrive encore avec ma fille de retomber dans la sauveuse, puis dire, oups, là, t'as un petit peu, je t'ai pas tombé dans la sauveuse, c'est pas qu'il faut ce que je fasse, c'est pas ce que je dois faire. Fait que j'essaie de corriger ça, tu sais. Puis elle m'entend, puis des fois, elle dit, je t'aimais mieux dans l'énergie de la sauveuse parce que ça faisait mon affaire, tu sais. J'aime ça que tu te donnes oui, c'est ça. 100 €. Oui, exactement. J'aime ça quand tu te sens coupable parce que moi, tu me donnes en retour, mais je comprends où t'es, tu sais. Et quand vous travaillez sur vous, l'impact est direct sur les enfants qui ont une très grande capacité d'adaptation, beaucoup plus que ce qu'on pense. Fait que parfois, pour les protéger eux, on les empêche, en fait, de s'épanouir et de prendre conscience de leur capacité, justement, d'adaptation. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, tu parlais aussi d'un petit geste. Ça peut être ce que je disais. Moi, je pense vraiment à mes pieds qui sont en contact avec le sol et je focalise là-dessus pour rester concentré. Et parfois, de même discrètement, vous pouvez mettre, moi, je mets ma main sur mon thorax, sur mon cœur et je sais que ça m'apaise. Donc, ayez aussi, apprenez un geste pour vous, ou le fameux geste, quand je m'énerve, j'ai le cerveau qui saute. Donc, j'avais même appris à mes enfants, c'est le geste de la main où on met le pouce et on referme les doigts. Ouais. Et j'avais appris à mes enfants en leur disant,
à cause de mon vécu, je suis pas toujours capable de contrôler la montée de ma colère et comment je vous dis pas ce que je voudrais vous dire sur le ton sur lequel je vous dis et je m'en rends même pas compte. Si vous sentez que je commence à monter, faites-moi juste ce fameux geste. Donc j'avais vraiment été vulnérable et transparente avec mes enfants en leur disant je suis en train de travailler là-dessus, aidez-moi, il va y avoir des ratés, c'est pas votre responsabilité que j'y arrive ou pas, mais faites-moi un signe si vous sentez que je suis en train de partir que je remonte dans mes tours. C'est vraiment on ferme le pouce et puis on met les doigts. Et ça, c'est le cerveau qui, c'est parce que l'image, c'est le cerveau intelligent qui protège le cerveau émotionnel, mais et qui l'aide à gérer. Et quand soudain on s'énerve, ça saute. Donc c'est directement les émotions qui partent, le roquet là qui se met à hurler et de dire. Et donc le geste, c'est de vraiment replier le pouce et mettre ses 4 doigts dessus et parce de respirer. Ils l'ont fait, ils m'ont aidé et vraiment et même eux l'utilisent parfois en disant. Je respire quand ils étaient petits, je respire. Ouais. Mais oui, c'est génial parce que ils nous voient faire en fait, et c'est de dire et nos enfants sont d'une telle une immense indulgence envers nous aussi. Donc ne sous-estimez pas leur capacité à s'adapter. Évidemment, il faut pas en jouer, mais d'être vulnérable et quand ils nous voient travailler sur nous, ils sont toujours encourageants et moi c'est mon petit dernier, il était tellement fier de moi alors que je culpabilisais moi de quand j'ai repris plus mon activité professionnelle, d'être moins à la maison que pour les autres, de moins être disponible. Et je me souviens un jour, je partais en France pour faire un accompagnement d'une semaine là-bas et on est dans la voiture pour l'aéroport. Et mon petit, et je pars toute seule pour 10 jours, ce qu'ils n'avaient pas l'habitude que je fasse. Et on est dans la voiture et puis mon fils il me dit c'est vraiment pas juste. Moi, quand j'ai une sortie scolaire, tu signes l'autorisation et là, tu t'en vas 10 jours et moi, j'ai rien signé. Moi. Et là, la maman en moi se décompose et la culpabilité monte. Mais j'arrive à être lucide et à lui dire juste, est-ce que tu l'aurais signé? Et il me regarde avec un grand sourire et il me dit, oui, parce que c'est vraiment important pour toi. Et là, je me suis dit, il a tout compris, en fait. Ouais. De dire que et il était pas dans, tu m'abandonnes, maman. Ouais. Et donc, tout ce que je me racontais dans ma tête. Et donc, maintenant, je allez vérifier avec vos enfants ce qu'ils pensent. Mais, mon chum l'a fait dernièrement parce que son fils avait un tournoi de basket à l'extérieur, mais lui devait travailler, puis c'était le temps des sucres, donc fallait qu'il fasse du sirop d'érable, puis il était déchiré entre je dois faire de la route pour aller au basket ou je dois m'occuper de mes responsabilités. Puis là, je l'ai regardé, j'ai dit, va t'asseoir avec ton fils. Valide avec lui. Lui, il en pense quoi? Puis il est allé lui parler, puis il dit, là, je me sens un peu déchiré, voici la situation. Puis le petit, il a dit, hey, papa, ça me dérange tellement pas que tu sois pas là. T'es tout le temps là, puis de toute façon, maman va être là, son chum va être là. Puis il était tellement content qu'il vienne lui poser la question, puis valider avec lui. Ce que ça a fait, c'est que mon chum, la culpabilité a relâché. Il a pu valider et le petit s'est senti tellement important d'avoir cette conversation-là avec son père. Puis si ça avait été important pour lui, il aurait pu le nommer et mon chum aurait pu à ce moment-là prendre une décision plus éclairée. Donc, on pense que c'est des choses qu'on ne doit pas faire, mais au contraire, puis c'est tellement drôle parce que quand il a fini de lui parler, le petit dit « Tu reviens quand tu veux me jaser de même, hein? » Tu reviens, ma porte est toujours ouverte. Tu sais? Oui. Fait que ça crée, puis ça lui permet aussi à lui de valider certaines choses des fois parce que on parle du parent qui se sent coupable, mais combien d'enfants se sentent coupables? Je me sens coupable d'être heureuse puis d'avoir du plaisir avec maman parce que toi, t'es pas là, papa. Tu sais, ça arrive aussi chez l'enfant, donc de parler ouvertement de ces émotions-là qui peuvent naître, de leur permettre d'exister sans jugement et sans les entretenir. C'est souvent ce qu'on fait. L'émotion monte, on lui donne une justification. Ah on sait bien, hein? Il a fait telle affaire, puis c'est sûr que je suis fâchée parce qu'il a pas fait ci. Regarde, chut. Tu sais, Robert, il dit tout le temps, chut. La gueule en haut, ici. Tu sais, fait que c'est vraiment très, très intéressant, Caroline, puis c'est sûr que on pourrait parler de... Faut la réinviter. Oui. Faut la réinviter. Parce qu'on aurait pu en parler pendant des heures et il y a peut-être des gens qui se disent, il me reste encore des questions. Il y a toujours le livre Les séparations parentales conflictuelles. Faites la recherche de ce livre-là, qui est un livre extraordinaire. En fait, c'est pas seulement des thérapeutes, c'est des avocats qui sont souvent au cœur des séparations. Il y a toutes sortes de gens qui ont pu
comme toi qui ont pu collaborer à ce livre-là, les conséquences, les enjeux et les prises en charge de ça. Et Caroline, tu as écrit un autre livre et je veux qu'on prenne quelques minutes pour en parler. Ça s'appelle « J'en parlerai à mon poulpe ». Parle-moi de ce livre-là en quelques minutes. Ce livre, il est très cher à mon cœur déjà parce que je l'ai entièrement écrit à Montréal quand je suis arrivée m'installer ici, que c'était mon rêve. Et ça a commencé par un exercice d'écriture que je suivais une formation en ligne et l'exercice c'était raconter une rencontre amoureuse où tout se passe bien et soudain il y a un élément perturbateur qui vient mettre le bazar parce qu'il n'y a pas d'histoire sans perturbateur, on le sait tous. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et donc, la psy en moi s'est réveillée en disant élément perturbateur, le coup d'une tempête de neige ou quelque chose, c'est un peu trop classique, donc je vais chercher autre chose. Et je me suis souvenue de comment la mémoire fonctionne et comment parfois juste un petit détail peut nous renvoyer le passé d'un coup dans la figure et on peut pas lutter. En fait, on est reparti là-bas. Et donc, c'est vraiment cette rencontre. Alors, les poulpes, c'est les pieuvres ici et c'est vraiment la rencontre entre Océane et Gabriel où il y a tout pour aller bien, mais le passé s'invite dans leur relation et c'est vraiment il y a des outils thérapeutiques concrets dedans et c'est vraiment voilà comment est-ce qu'on peut vivre dans le présent et avancer vers ce qui compte vraiment pour nous tout en devant gérer quand même les intrusions du passé sans laisser trop de pouvoir au passé. C'est ça qui est important. Intéressant. Caroline Théo, vous avez un site Internet également qu'on peut consulter pour avoir tous les détails. Le site Internet, c'est Stand-up Thérapie. Stand-up Thérapie. Donc, de toute façon, tous les détails vont être sur nos pages de médias sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, sur notre site Internet également, pasdexcuses.com. Vous allez retrouver des outils qui vont vous aider à avancer. Et là, si vous vous dites, j'ai un ami qui aurait tellement besoin d'entendre ça. L'épisode se partage très bien. On est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. C'est gratuit, écouter cet épisode-là. Donc, vous pouvez le transférer à un ami. On est sur Spotify, sur Apple Podcasts, on est sur YouTube également ou directement sur pasdexcuses.com. C'est possible de le faire. Donc, partagez à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce qu'on vient de se dire. Partagez-le aussi à votre ex. Hey, petite trêve ici, écoute ça. Moi, je l'ai... Amour. Avec amour. Ben, tu sais, je l'ai écouté, puis j'ai pris conscience que certains de mes comportements étaient peut-être défaillants. Je pense qu'on aurait tout intérêt à marcher dans cette direction-là pour nos enfants. C'est un accompagnement, pas d'excuses, vers un véritable changement. Alors, merci de nous avoir écoutés. Et pour tous les enseignements de Robert, ben, c'est robertsavoie.com, Retraite Phoenix, conférences, des livres également. C'est vraiment des outils extraordinaires pour cheminer dans la vie. Et si thérapeute en hypnose. Oui. Geneviève, toi aussi, tu fais des accompagnements merveilleux. Exactement. Si vous avez besoin d'accompagnement et de travailler en profondeur, ben l'hypnose est un outil extraordinaire. J'offre des rencontres individuelles à genevièvehypnose.com. Merci. Ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai bonheur d'être là. Et puis, ça valait le trajet. Oui. Vous valez le voyage. Ah, merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@pasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.